Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste. Nous avons souhaité aborder aujourd'hui un thème qui touche un certain nombre d'entre nous, les familles recomposées. Car si la moitié des mariages finit par un divorce, ce sont près des 2/3 des remariages qui se terminent, eux, par une séparation à cause du conflit entre les beaux-parents et les beaux-enfants. Quels sont les enjeux? De quelle manière poser les limites et définir les places de chacun? De quelle façon le bouddhisme peut-il nous y aider? Nous retrouvons pour en parler notre invité, Christophe Fauré. Christophe Fauré, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre et psychothérapeute. Vous pratiquez le bouddhisme dans la tradition tibétaine depuis une vingtaine d'années, aujourd'hui dans la lignée Kagyu. Et vous avez publié un certain nombre d'ouvrages, dont celui sur lequel nous nous sommes basés pour préparer cette émission, Comment t'aimer, toi et tes enfants, le défi de la famille recomposée, chez Albin Michel. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Alors, partons d'une idée souvent reçue, qui est que si l'amour est là, tout est possible, notamment dans le cas des familles recomposées. Ce serait trop beau si c'était vrai. On pense qu'avec l'amour, je peux combattre tout, je peux vaincre tous les obstacles. Il suffit d'aimer et on saura quoi faire après. Non, malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce qu'il y a de telles lignes de force, parfois hostiles, parfois contradictoires, qui interviennent dans la mise en place de deux univers, l'univers du père ou de la mère, qui ont toute une histoire, un univers des ex respectifs, que ces deux univers ne peuvent presque que générer des frottements, des tensions, voire des conflits. Donc structurellement, c'est triste à dire, mais c'est une réalité qu'on constate toujours, il y a potentiellement de grands risques de conflits au sein de la famille recomposée. On peut croire que l'amour va dépasser tout cela, mais je pense qu'il est essentiel d'abord de connaître les différents enjeux spécifiques de la famille recomposée, tant pour le beau-parent que pour les enfants, que pour l'ex ou les ex, que pour aussi les grands-parents et même l'entourage, parce que chacun va avoir une pièce du puzzle qui fait que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Alors, est-ce qu'on pourrait résumer rapidement ces enjeux, Christophe Fauré? En fait, les grands enjeux, c'est de deux ordres. Le premier, c'est la peur de perdre sa place ou de ne pas trouver sa place. On voit par exemple des belles-mères qui sont complètement happée dans l'angoisse de ne pas trouver sa juste place auprès des enfants. Pour l'ex, par exemple, l'ancienne épouse, ça va être la peur de perdre sa place par rapport à ses enfants si eux-mêmes sont amenés à apprécier ou aimer même un peu trop leur nouvelle belle-mère. Pour le père, par exemple, qui se retrouve dans une situation où il est dans une place compliquée, si un autre homme vient dans la vie de ses propres enfants et il se retrouve dans une compétition, etc. etc. Donc, peur de perdre sa place. La deuxième peur, c'est peur de perdre le lien d'amour. Un autre exemple, le père peut se retrouver avec la peur de perdre le lien avec ses enfants parce qu'il y a une pression de son ex-épouse qui leur dit « n'appréciez pas » cette nouvelle famille qu'on vous propose, et il est tellement rongé par la culpabilité de leur avoir fait du mal, peut-être par la séparation, qu'il a peur de se voir dépossédé de l'attention de ses enfants. Donc on voit qu'en essence, c'est la peur et la culpabilité qui sont vraiment le moteur de la famille recomposée. Alors, il n'y a pas que ça, évidemment, hein, mais c'est quand même un aspect très, très important. Est-ce que tout d'abord, en préambule, la clarification des situations n'est pas nécessaire? C'est nécessaire et malheureusement peu de gens le font. Par exemple, vous avez ces deux univers qui se rencontrent et il est parfois difficile d'aborder des choses qui sont très très peu romantiques dans la relation d'amour, surtout au début. Mais par exemple, la question financière. Combien d'argent donnes-tu à ton ex-épouse pour la pension alimentaire ? Est-ce que c'est toi qui es amené à porter toute la charge financière pour tes enfants et ton ex-épouse? Ou une jeune femme qui travaille se rend compte qu'en fait, son mari donne tellement d'argent à l'extérieur que c'est elle qui se retrouve à financer les études de ses enfants, mais aussi de ses beaux-enfants. C'est un exemple tout bête, mais les conflits sont dans les détails. Il peut y avoir des difficultés sur quels sont une clarification sur quels sont les rapports exacts que tu as avec
ton ancien époux, ton ancienne épouse? Est-ce que c'est conflictuel? Est-ce que c'est pas conflictuel? Où en est la démarche de divorce? Et par rapport aux enfants, quelle clarification on a sur les rituels familiaux? Donc peut-être préciser l'un ou l'autre d'où on vient respectivement, quelles sont aussi les attentes, parce que parfois, je prends l'exemple du père, qui peut avoir des attentes très claires sur comment son épouse devrait se comporter avec ses enfants. Et il se peut que son épouse soit pas du tout d'accord ou pas du tout raccord avec ses attentes, alors qu'elles n'ont pas été discutées en amont. Donc vraiment, c'est difficile à faire parce qu'on s'aime, on a envie que ça marche et on se dit ces problèmes-là, on va les résoudre en temps réel au moment où ils surviendront. Ça, bien sûr, ça peut se faire, mais si on a clarifié un petit peu où on est, quel est mon univers, quel est le tien, où est-ce qu'on met les pieds, et vont émerger nécessairement des points de conflit. Alors justement... Donc et ça, c'est important de pouvoir les pointer pour essayer d'anticiper du mieux possible. D'accord. Et donc, mais une fois que ces points de conflit sont là, en général, ils rejaillissent malheureusement sur le couple lui-même. Oui. Alors, quelle attitude doit adopter ce couple, selon vous? Alors, la cause première de la famille recomposée, c'est ce couple justement qui vient. Ce sont les seules personnes qui ont choisi la situation. Un homme et une femme, ils se choisissent l'un l'autre et tous les autres doivent subir. Quand c'est les autres, c'est les enfants et les ex respectifs. Trop souvent, ce couple qui est très jeune au début doit faire face très rapidement à une multitude de conflits qui sont hors du champ du couple. Et une énorme quantité de leur énergie est diffusée à l'extérieur à régler des conflits tels qu'ils n'ont pas assez de temps pour prendre soin de ce couple qui est tout récent. Alors que dans les couples classiques, on se rend compte, on a le temps de bien se connaître. Après, il y a un enfant, après, il y a 2 enfants. Donc, on a le temps de construire quelque chose, d'enraciner le couple. Là, un couple tout jeune doit faire face à plein de problématiques. Donc, la clé première, c'est est-ce que je prends assez soin de ce socle, de ce couple? Et plus que dans toute autre relation, la famille recomposée presque oblige, pour que ça puisse fonctionner, à se focaliser sur la qualité relationnelle. Prendre du temps ensemble, ne pas se laisser phagocyter trop par les enfants ou par les problématiques périphériques et essayer au maximum du temps seul, l'un avec l'autre, du temps où on prend le temps d'interroger l'autre, c'est où tu en es, comment tu vis la situation, et ne pas présupposer que ça va bien si la personne ne dit rien. Mais vraiment, le souci de l'autre, réciproquement, ça c'est vraiment une des définitions de l'amour, se soucier l'un de l'autre, mais là plus que jamais, et s'assurer que dans cette nouvelle configuration familiale, on parvient, chaque personne, chaque élément du couple parvient à s'épanouir, à trouver sa juste place, à croître personnellement. Christophe Auré, il y a une question qu'on se pose souvent en tant que beau-père ou belle-mère, c'est la question de l'autorité, des limites. Qu'est-ce qu'on a le droit de dire ou pas à ses beaux-enfants? Qu'en est-il? Alors ça, le problème d'autorité, c'est vraiment au cœur de la famille recomposée. Il faut savoir que les enfants n'ont absolument pas besoin de l'autre parent. Peut-être besoin pour la logistique et autres, mais vraiment émotionnellement, ils n'en ont pas besoin, du moins au début, dans leur perception. L'autorité est détendue par le parent. Et il est illusoire parfois, dans certaines situations ça se passe très bien, il y a une délégation d'autorité sans problème, donc ce n'est pas le cas de figure qu'on explore. Parfois il n'y a pas reconnaissance de l'autorité de l'autre personne, du beau-parent. Donc c'est le parent qui est détenteur de l'autorité et c'est lui qui doit créer les causes pour déléguer au beau-parent son autorité. Mais il doit le nommer explicitement. S'il n'est pas explicite sur le fait que quand je ne suis pas là, ou quand je dis quelque chose, ou quand votre belle-mère ou votre beau-père dit quelque chose, c'est un front uni. C'est pour ça d'où l'importance d'avoir présenté un front uni aux enfants. Si le père, par exemple, ne se positionne pas comme « moi, je délègue l'autorité » à votre belle-mère, il va abandonner sa belle-mère sur le champ de bataille et elle va se retrouver complètement seule. Ceci aura une incidence sur la relation avec ses beaux-enfants, mais aussi et surtout, je dirais, une incidence sur la relation entre eux de couple, parce qu'elle va se sentir complètement lâchée,
face aux fauves, aux bêtes fauves qu'elle a en face d'elle et se retrouve complètement perdue. Au début, l'exercice de l'autorité ne va pas fonctionner comme ça. Il faut d'abord établir un lien de confiance. Donc ne pas essayer d'être dans cette position trop précoce, de vouloir imposer des choses trop rapidement. Pour les petits-enfants, ça va peut-être, mais pour les ados, d'abord construire un lien de confiance, un lien de respect mutuel, si on peut, mais sans rien imposer. Et après, petit à petit, passer d'une autorité à une autorité un petit peu plus soft. Et pour essayer sur cette base de confiance de construire quelque chose. Si ça ne répond pas, c'est de la responsabilité du parent de poser les choses en disant maintenant c'est de vous à moi et ce que je dis, vous le faites. Il faut impérativement que le beau-père tienne cette posture-là. Il ne peut pas se permettre d'abandonner le beau-parent, qui ne pourra pas, qui n'a pas la légitimité d'exercer cette autorité, même si il veut lui déléguer, il a dit une fois et c'est bon. Non, ça ne marche pas. Comme ça, c'est une présence constante en front uni. Alors, quels sont les outils, les valeurs du bouddhisme qui peuvent nous y aider ? L'amour inconditionnel. Ce serait très joli, mais ça ne fonctionne pas forcément. Non, je crois qu'il y a une aide très importante de la pratique de la méditation qui aide à plusieurs égards. D'abord, de se poser l'esprit dans un contexte quand même qui est assez chaotique. Et permet de voir peut-être plus facilement la multitude des émotions qui vont jaillir, la colère et la colère. En fait, toutes ces émotions qui sont là, la peur, la culpabilité, et essayer de se désidentifier le plus possible de ces émotions qui permettent de prendre la distance, de se désidentifier aussi par rapport à ces attentes très puissantes que l'on a. Je dois aimer mes beaux enfants. Voir ce désir qui est là, ou cette attente, dire ok, est-ce que je m'identifie à ça ? Je reviens à moi, je reviens au souffle pour vraiment ne pas me laisser happer par quelque chose qui peut être illusoire. Donc vraiment, la pratique de la méditation peut être extrêmement féconde. Ça peut être aussi, pour consolider le couple, méditer ensemble. Il y a quelque chose de très intime qui peut se faire dans la méditation ensemble, qui peut aider vraiment à recréer ce cocon protecteur qui est vraiment le fondement de la famille recomposée. Il y a plein de choses qu'on pourrait dire, mais il y a aussi quelque chose dans le bouddhisme qui nous parle de essayer de percevoir la bienveillance de la situation. Oui. La bienveillance de la situation, c'est dans cette situation chaotique, qu'est-ce qu'il y a de bienveillant pour moi, pour autrui, globalement pour toute la famille dans cette situation-là. Et enfin, il y a une autre notion du bouddhisme qui est l'impermanence. La situation ne va pas durer. Ces adolescents insupportables, 13 ans, 14 ans, ils vont grandir. Et par essence, ça sera peut-être pire après. Et ça va être pire après, d'accord. Mais dans les gens, ils vont avoir leur propre vie. Et donc, avec un peu de chance, on va pouvoir, se fondant sur l'impermanence, pouvoir avoir une perspective plus long terme, peut-être plus apaisée. Alors, pour terminer, parce qu'on arrive déjà à la fin de cette émission, je crois qu'on peut aussi peut-être dire qu'il suffit, c'est une façon de parler, de tenter de mettre en pratique les 6 paramitas. Exactement. Les 6 paramitas sont vraiment essentiels de générosité par rapport à ce qui se passe, de donner et de recevoir aussi, la patience, l'effort enthousiaste, l'éthique qui consiste à poser les actes le plus juste possible, la méditation, comme on vient de dire, et la sagesse de percevoir la situation telle qu'elle est. Elle est là, se manifeste, qu'est-ce qu'il y a en essence à comprendre de cela. Donc on est vraiment dans des couches très très profondes de compréhension et d'aborder la situation avec un vrai regard qui va au-delà de l'émotionnel et au-delà simplement de ce qui est dit et partagé en surface. Il y a vraiment du sens à aller chercher et peut-être que c'est en cela que la famille recomposée est une vraie, épreuve spirituelle. Et donc une épreuve à mener à 2, puisque ce qu'il faut souligner aussi, c'est que le couple doit vraiment être très soudé face aux enfants. C'est indispensable, sinon ça ne fonctionne pas. Merci beaucoup Christophe Auré. Avant de nous quitter, voici quelques lectures que nous vous proposons. Je vous rappelle tout d'abord le livre de notre invité sur lequel nous nous sommes basés pour préparer cette émission, « Comment aimer toi et tes enfants » chez Albin Michel. Un guide psychologique indispensable pour mieux comprendre sa place et sa situation dans une famille recomposée. Et enfin, La sagesse du cœur, la méditation à portée de tous, de Jack Canfield, publié chez Belfond. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Je vous souhaite un très beau dimanche.